Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans un autre cours dans le module infectiologie. Cette fois-là, c'est la rubéole, la fameuse rubéole en arabe. C'est Hasbal Almania. Ça diffère de la rougeole. C'est le cours de Dr Benzoubara. Les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochains cours dans tous les modules. Laissez vos commentaires concernant la qualité de la vidéo et laissez vos questions. Donc, en commençant par la rubéole, on commence avec quelques définitions et généralités. Notre agent pathogène dans la rubéole, là, c'est un virus. Donc, c'est une maladie infectieuse virale. Elle est très contagieuse, inapparente ou bien éruptive. Elle est le plus souvent bénigne, mais ce qui nous concerne dans ce cours-là, elle est redoutable chez la femme enceinte en raison d'un risque tératogène. Un risque tératogène, veut dire de malformation chez le fœtus. Comme on va voir dans l'illustration suivante, malheureusement, ça sont les malformations. Ils peuvent être oculaires avec un cataracte ou bien malformation crânienne, comme c'est indiqué dans la photo là. Donc, c'est une infection bénigne, une infection simple, mais si la femme elle n'est pas immunisée contre la rubéole, ça va donner des séquelles chez le fœtus. Ce sont des séquelles nerveuses et oculaires comme illustré là. Passons maintenant à l'épidémiologie de notre agent pathogène. C'est le virus de la rubéole. C'est un virus à ARN enveloppé comme indiqué là. Ça nous fait rappel au cours de la structure virale. Il est dans la playlist de la virologie. Avec les autres playlists, je vous consulte. Je vous invite à les consulter. Il est un virus enveloppé du genre, bien sûr, c'est de rubivirus. Il a une courte survie à l'extérieur dans le hôte. Il est sensible à de nombreux désinfectants et antiseptiques. Par exemple, c'est de l'éthanol à 70, c'est l'alcool. L'alcool, il est très suffisant de neutraliser ce virus. Donc, c'est pas un virus résistant. Pourquoi on a déjà dit ça? Que les virus enveloppés, cette enveloppe va construire un élément de fragilité ou bien de vulnérabilité. C'est pas un élément de protection. Donc, je vous invite à voir le cours de structure virale. On a parlé de tout ça. Maintenant, le réservoir, c'est exclusivement humain et se trouve au niveau du pharynx. Donc, le portage est au niveau du pharynx. C'est exclusivement humain. Donc, et avec la transmission, elle peut être directe. Bien sûr, c'est par voie aérienne. Le virus est situé au niveau du pharynx. Là, la transmission va être aérienne. Ce sont des formes acquises. Ou bien le malheur par voie transplacentaire, comme on avait déjà vu dans les illustrations. C'est les formes congénitales, malheureusement. Ils vont laisser des séquelles et des malformations congénitales. Donc, le malheur dans le rubéole, c'est le passage placentaire qui va laisser des séquelles sur le fœtus. Donc, la contagiosité, gardez ça en tête, ce sont des critères épidémiologiques à retenir. Ils sont des questions fréquentes d'examen. La contagiosité, elle est maximale 5 jours avant et après l'éruption. Donc, c'est 5 jours avant les éruptions et après ces éruptions-là qu'on va voir dans les illustrations prochaines. Donc, c'est ça le taux maximal de contagiosité. Le virus est présent dans le pharynx de 7 à 10 jours avant l'éruption et jusqu'aux 10 voire 15 jours après l'éruption. Donc, c'est l'éruption qui est située au milieu de cette contagiosité. Elle est maximale de 5 jours en avant et 5 jours en après, voire elle est présente 7 à 10 jours en avant des éruptions, voire 10 à 15 jours après les éruptions. Les nouveau-nés atteints de la rubéole congénitale excrètent le virus
pendant 4 à 6 mois. Ils sont aussi contagieux, ces nouveau-nés-là, malheureusement. Ils vont disséminer la maladie. Donc, le mode épidémiologique, la rubéole est une endémie avec des recrudescences épidémiques en hiver et au printemps. C'est là on doit craindre de la rubéole. C'est une endémie, elle existe toute l'année, mais elle se traduit par des poussées épidémiques en hiver, je répète, et au printemps. Ça, c'était notre agent pathogène là, le rubivirus, avec ses séquelles congénitales, malheureusement. Là, c'est de la physiopathologie. C'est de la même, c'est la contagiosité, je répète, qui est maximale 5 jours avant les éruptions et 5 jours après les éruptions. Ça, c'est de la cinétique des anticorps pendant la rubéole. C'est la même, ce sont les IgM qui apparaissent les premiers. Après ça, les IgG, on va les détecter par l'ELISA, comme on va voir dans le diagnostic. Et avant ça, c'est de la virémie. Après la phase qui précède là, c'est de l'incubation. Donc c'est le même cycle, ou bien c'est la même évolution qu'avec les autres infections. Passons maintenant au titre plus important, c'est de la clinique. Comment faire le diagnostic de la rubéole? Donc, gardez-vous en tête que 50% de ces cas, ils sont asymptomatiques. Donc, ils n'ont pas des signes cliniques. 50% des patients atteints de rubéole, la moitié, ils sont asymptomatiques. Ils vont montrer aucun signe qui détermine la maladie ou bien oriente vers la rubéole. Maintenant, le tableau clinique, c'est de la forme commune de la rubéole ou bien la rubéole acquise. Là, on va voir les manifestations cliniques. Donc, après une incubation, c'est 12 à 23 jours et en moyenne 14 jours. C'est une incubation régulière en moyenne de 14 jours. Après ça, on va voir la phase d'invasion ou la pré-éruptive. Après cette phase-là, on va voir la phase d'état qui est la phase éruptive. Donc, on peut dire la phase d'invasion ou bien pré-éruptive. Et après cela, la phase d'état ou bien la phase éruptive. On peut utiliser ces deux termes-là. Gardez-les en tête, ils sont des questions fréquentes d'examen. La pré-éruptive, c'est la phase d'invasion. Donc, avant les éruptions, on a de l'invasion. Dès que l'éruption s'installe, on est dans la phase d'état de la maladie de la rubéole. Donc, dans la phase d'état, elle est brève de 1 à 2 jours. On a une fièvre modérée, c'est de 38 à 38,5 degrés. On a des arthromyalgies, sensation de malaise général et on peut noter des adénopathies. Donc là, rien n'est spécifique à la rubéole. Après ça, c'est la phase d'état qui est caractérisée par les éruptions. C'est la phase éruptive, mais ils sont inconstantes. On ne peut pas avoir toujours ces éruptions-là, mais lorsqu'elles sont présentes, ils sont des éruptions maculopapuleuses. Regardez ce type-là, ce sont des éruptions maculopapuleuses. Vous devez savoir l'aspect des éruptions pendant la clinique pour ne pas confondre entre les virus. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Le type, soit qu'il est maculeux ou bien papuleux, ou bien son pitichi, vous devez retenir le type de l'éruption cutanée afin de déterminer quel est l'agent pathogène qui est responsable de cette éruption. Ils sont classiquement morbilliformes le premier jour et scarlatiniformes le deuxième jour. Ils vont disparaître entre le troisième et cinquième jour. Ça, ce qu'on est en train de parler, on va garder l'aspect morbilliforme dès le premier jour, l'aspect scarlatiniforme le deuxième jour, et ils vont disparaître entre le troisième et cinquième jour. Ce titre-là est à retenir. La symptomatologie et la clinique, vous devez retenir pour votre vie pratique et pour vos connaissances. Maintenant, elle peut être associée à un énothème pétichial. Là, vous regardez un autre aspect. L'exanthème était maculopapuleux. Maintenant, l'énothème, il est pétichial. Il se situe au niveau du voile, du palais,
avec une conjonctivite ou à une minime rétinite et une toux. On va voir tous ces critères-là dans les illustrations. On peut avoir aussi, ça c'est à noter, ce sont les polyadénopathies qui sont constantes. Donc dans la rubéole, il existe obligatoirement du polyadénopathie. Lorsqu'on dit des polyadénopathies, ce sont multiples, ils sont constantes, ils sont de siège cervical qui témoignent le drainage pharyngien, ils sont indolores et mobiles. Ces critères-là sont indolores, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas inflammatoires, mobiles. Ce caractère-là peut déterminer le critère de bénignité ou bien de malignité de fond, ces adénopathies. Ça, on va voir dans le module d'hématologie, Inch'Allah. Donc, vous devez garder en tête l'aspect de l'exantème, l'aspect des long terme, l'existence constante des polyadénopathies qui cervicale, indolore et mobile. Une splénomégalie qui est inconstante n'est pas retrouvée. Donc, c'était les points forts dans la clinique que vous devez retenir. Faites attention de ne pas mélanger entre la symptomatologie et les affections virales ou bien bactériennes. Donc, vous devez retenir chaque agent pathogène avec ses critères de diagnostic positif afin de ne pas mélanger entre les diagnostics probables. Ça, c'est de l'exanthème. Vous voyez qu'il est maculo-papuleux. Ça, ce sont des macules ou bien des papules. Vous voyez cet aspect-là, c'est de l'exanthème maculo-papuleux. Là aussi, on voit de l'exanthème, c'est de la rougeur cutanée. Là aussi, c'est un exanthème. Et là, c'est un énanthème. Vous voyez qu'il siège au niveau du pharynx. Il est pétichial. Ça, c'est de l'aspect pétichial. Ces taches-là, planes. Ces taches planes, on lui ajoute le nom pétichial. Ce sont des taches pétichiales. Je répète, cet aspect pétichial, on va voir dans le module d'hématologie, Inch'Allah. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les cours prochains. Maintenant, parlons sur l'évolution de la rubéole. Gardez-vous en tête que la rubéole acquise veut dire de l'adulte ou bien de l'enfant, elle évolue en règle vers la guérison. Donc, la rubéole acquise, elle évolue en règle vers la guérison. Ce n'est pas une affection maligne. Le terrain de malignité, c'est comme on avait dit sur la transmission maternelle-fœtale. Là, on est en train de parler du rubéole congénital qui a des séquelles tératogènes. Les adénopathies peuvent persister plusieurs semaines. La mortalité, elle est nulle en dehors de rares complications. Notamment, ce sont des encéphalites. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la rubéole est une infection bénigne qui évolue en règle vers la guérison. Il n'y a pas de mortalité ni des séquelles dans la forme acquise. Je répète, dans la forme acquise, là, l'infection, elle est bénigne. Parfois, on a des complications. Ces complications peuvent être des polyarthrites qui sont fréquentes chez l'adolescent et les adultes, surtout chez les femmes. Elles apparaissent le deuxième jour de l'éruption et intéressent les articulations métacarpophalangien. Les poignets et les genoux, elles disparaissent heureusement entre 10 à 30 jours. Donc la première complication, on peut noter de polyarthrite, surtout chez la femme. On peut avoir du purpura thrombopénique. Donc le purpura thrombopénique, on va le voir toujours dans le module d'hématologie, Inch'Allah. C'est de l'évolution favorable, heureusement, en 2 à 4 semaines. Parfois, on a des méningoencéphalites. Là, ces méningoencéphalites, ils sont rares, mais ils sont d'évolution mortelle. Ils débutent 1 à 4 jours après l'éruption. Parfois, c'est rare, mais on peut noter d'une méningoencéphalite qui est malheureusement mortelle. D'autres complications qui sont plus rares, c'est de l'hépatite cytolytique d'intensité modérée, une névrite, myocardite, parfois des péricardites, mais sont très rares. Donc gardez en tête
La rubéole, en dehors de ces complications-là, elle est bénigne. Il existe parfois, mais c'est très rare, des complications qui peuvent être malheureusement mortales. Deuxièmement, la forme grave, la forme tératogène, la forme congénitale de la rubéole. Malheureusement, là, le fœtus, bien le nouveau-né va avoir des séquelles graves. Donc, la transmission du virus au fœtus survient dans 80% des cas, ça vous devez noter, dans les 12 premières semaines et en fin de gestation. Donc, le virus peut passer dans les 12 premières semaines ou bien dans la fin du process. La fréquence et la gravité des malformations sont d'autant plus importantes, bien sûr, que la contamination est précoce. Ça nous fait rappel au cours de la toxoplasmose, toujours dans les infections materno-fœtales. À chaque fois, le passage est précoce que les séquelles vont être graves. Donc, la fréquence des avortements spontanés, si l'atteinte elle est dans les 8 premières semaines de aménorrhée. Donc, la transmission maternelle-fœtale survient dans les 12 premiers mois ou bien à la fin de la gestation. Chaque fois que cette transmission est précoce, on va garder des séquelles. La fréquence des avortements, elle est spontanée si l'atteinte est pendant la 8e semaine, les 8 premières semaines d'aménorrhée. Premièrement, dans la rubéole congénitale, on peut avoir le syndrome malformatif de Grech. Ce syndrome, lorsqu'on dit syndrome, c'est un ensemble de signes. Il associe des malformations cardiaques présentes dans la moitié des cas de cette malformation de Grech. Donc, c'est une communication interauriculaire, des communications interventriculaires, sténose pulmonaire, des valvulopathies. Parfois des complications ORL, c'est une surdité asymétrique. Des complications oculaires, c'est le cataracte. On avait déjà vu, on va le revoir. Il peut être uni ou bilatéral. Des microphthalmies qu'on avait vu. Des opacités cornéennes. Et parfois, c'est la complication neurologique. C'est la microcéphalie, bien sûr. Et le retard psychomoteur. Parfois des anomalies dentaires. Donc, quelques illustrations. Ça, c'est du cataracte. Il est bilatéral. Donc, ce patient-là, malheureusement, il a des problèmes de vision et d'acuité visuelle. Peuvent être une cécité. Ça, il est unilatéral. On voit un cataracte, c'est une substance blanche. L'aspect blanchâtre qui se situe dans un seul œil. Là, malheureusement, c'est du microphthalmie. Microphthalmie veut dire petit. Là, l'aspect du petit œil qui se caractérise dans l'illustration, cette fois-là. Et là, malheureusement, c'est la formation ou bien la malformation, c'est la microcéphalie. Donc, ce fœtus-là ou bien ce nouveau-né a une petite tête. Il risque d'avoir des retards psychomoteurs à cause de cette affection-là. Donc, la microcéphalie, le cataracte, la microphthalmie, la surdité, tout ça, ce sont des séquelles neurologiques et ophtalmiques. On peut dire handicapantes du nouveau-né qu'on peut les éviter par une vaccination comme on va voir. Donc c'est le rôle de la vaccination anti-rubéole comme on va voir par suite. C'était les manifestations cliniques de la rubéole. C'était le syndrome malformatif de Grech qui est illustré dans les photos là. Maintenant la deuxième complication, c'est la rubéole congénitale évolutive. Elle correspond à l'infection virale chronique qui est généralisée et entraîne des lésions pluriviscérales évolutives et associées à des malformations constatées dès la naissance. On va avoir du purpura thrombopénique, l'hypotrophie, l'hépatosplénomégalie, l'ictère, méningite, une pneumopathie et des lésions osseuses. Donc la lésion congénitale évolutive, c'est une atteinte multiviscérale associée à tous ces symptômes-là et
le pronostic est réservé malgré que tous ces affections-là. Donc, les deux complications de la rubéole congénitale ou bien les deux formes cliniques, ça peut être le syndrome malformatif de Greg ou bien la rubéole congénitale évolutive qui est une atteinte multiviscérale. Donc, dans les deux cas, le nouveau-né va subir des séquelles, quelles que soient neurologiques, ophtalmiques ou bien plutôt dans le deuxième cas, c'est multiviscéral. Arrivons maintenant au diagnostic avant le traitement. Donc, comment faire le diagnostic? Toujours, on répète, dans l'infectiologie, le contexte épidémiologique joue un rôle très important dans le diagnostic positif, surtout la notion de comptage avec des cas, d'autres cas qui ont eu des macules ou bien des papules ou bien un exanthème. Et la clinique, on va voir les signes cliniques de type fièvre, éruption, adénopathie. Tout ça, ce sont des signes qui étaient constants dans la rubéole et ils vont nous permettre de faire le diagnostic étiologique de rubéole. Ça, c'était le diagnostic d'orientation. Maintenant, le diagnostic de certitude, c'est la sérologie là. Donc, vous devez garder en tête le diagnostic certitude de la rubéole, c'est de la sérologie. Donc, on va retrouver, ou bien on va détecter, comme on avait dit premièrement dans le tableau, des anticorps, ce sont des IgM positifs, ou bien l'élévation des IgG sur 2 prélèvements à 10 jours d'intervalle. Donc, on va faire deux prélèvements de 10 jours d'intervalle où on va doser des IgM et les IgG. Soit on va détecter les IgM qui témoignent d'une infection récente, ou bien l'élévation des IgG qui témoigne de la réaction immunitaire contre ce virus-là. Notez bien, si on retrouve de la IgM qui sont positifs à la naissance, le diagnostic de la rubéole congénitale est confirmé. Donc l'IgM, ça c'est de l'immunologie, témoigne d'une réaction récente ou bien d'une infection qui est récente. Donc, si on trouve les IgM positifs, ils sont d'origine du fœtus. Pourquoi? Parce que ces IgM-là ne peuvent pas traverser la placenta, au contraire des IgG. Donc, ils sont d'origine du nouveau-né, ou bien d'origine fœtale. Donc, le fœtus est contaminé avec de la rubéole. Donc, le diagnostic de la rubéole congénitale est posé directement. Donc, chez la femme enceinte, on peut utiliser l'indice de l'avidité des IgG, qui précise l'infection qui date moins de 3 mois. Donc, si le test d'avidité est positif, c'est une infection date plus de 3 mois. Mais si l'avidité, elle est, on peut dire, diminuée, ces IgG sont nouveaux, c'est une infection qui est récente. Et là, c'est le risque de contamination au fœtus. Dans un cas d'infection qui est ancienne, la femme elle est immunisée, on n'a rien à craindre, mais toujours le malheur, ce sont les femmes non immunisées contre la rubéole qui peuvent passer ou bien peuvent transmettre la maladie materne-fœtale et vont donner de la rubéole congénitale. Un autre test de certitude ou bien diagnostic de certitude, c'est de la PCR toujours. C'est l'examen de choix en cas de virologie. C'est de polymérase chain reaction. Ça, on avait déjà vu dans la virologie. Je vous invite à consulter les playlists de virologie et de bactériologie qui sont disponibles parmi les playlists de la chaîne avec les autres modules. Et bien sûr, c'est l'isolement du virus. C'est un diagnostic de certitude qui est un examen direct. Donc, on récapitule. La sérologie, c'est de l'examen indirect. Ça, c'est la loi dans le diagnostic positif des infections virales. C'est la réaction du corps humain contre l'agent pathogène. Et bien sûr, la PCR et la mise en évidence du virus, ce sont des méthodes de diagnostic direct et de certitude. Ça, c'était brièvement le diagnostic de la rubéole. Maintenant, avant de voir le traitement, on va entamer le diagnostic différentiel. Il est fait avec les autres fièvres éruptives. Donc,
la scarlatine, la rougeole, l'exanthème, tout ça, ce sont des éruptions cutanées. On doit faire le diagnostic différentiel devant la notion de comptage, comme on avait dit, la fièvre, les adénopathies et le terrain impliqué. Donc, la, la prudence et l'attention de l'examinateur fait ou bien permet d'éliminer ces diagnostics différentiels et poser le diagnostic de rubéole. Dernièrement, le traitement, il est essentiellement symptomatique. Pourquoi? La rubéole, on avait dit qu'elle est bénigne. Il n'y a pas de rubéole maligne, sauf chez des cas rares ou bien de la forme congénitale, malheureusement. Des mesures préventives, l'éviction du malade jusqu'aux guérisons cliniques, l'éviction de la femme enceinte qui est, on a dit ça, non immunisée des milieux exposés. Et notez bien sûr, la rubéole est une maladie à déclaration obligatoire. N'oubliez pas la notion de la déclaration obligatoire, c'est médico-légal. Chez la femme enceinte, on peut administrer de la séroprévention. Elle est indiquée chez la femme enceinte qui n'est pas immunisée par les immunoglobulines au contact avec un sujet malade. Elle ne fait que réduire le risque de contracter une rubéole, mais le risque d'embryopathie persiste malheureusement. On doit expliquer à la malade le risque encouru. Une séroprévention ne protège pas contre l'embryopathie ou bien les phénomènes tératogènes. Donc c'est là le rôle de l'examinateur ou bien du médecin d'éduquer ou bien d'éducation aux patients contre les risques, surtout les femmes enceintes qui ne sont pas immunisées. Là, ce sont les femmes qui peuvent attraper de la rubéole et poser, bien passer de l'infection congénitale. Dernièrement, la prophylaxie. Il existe heureusement une vaccination. C'est un vaccin vivant atténué, administré sous-cutané ou bien en intramusculaire. Il peut être associé au vaccin de la rougeole et des oreillons. On est en train de parler de ROR. Il existe une bonne tolérance. Parfois, c'est un petit fibricule, une arthralgie, une éruption fugace, surtout chez l'adulte. Donc, l'immunité post-vaccinale, heureusement, elle est solide et stable. Sauf qu'il existe une contre-indication de la grossesse, de déficit immunitaire ou bien une allergie à l'œuf. Mais ce vaccin-là va produire ou bien va donner d'une immunité post-vaccinale qui est solide et stable. Le patient va être immunisé contre la rubéole, surtout les femmes en cas de grossesse. S'ils sont immunisés précocement, ils ne risquent pas de faire de la rubéole congénitale, de passer la forme materne-fœtale et d'éviter les séquelles qui vont survenir chez le fœtus ou bien chez le nouveau-né. Donc c'est le rôle de la vaccination qui va protéger contre la rubéole congénitale. C'est le rôle, je répète, de l'éducation du patient à la vaccination. La vaccination a pour but préventif, une éducation au patient permet de généraliser la vaccination pour éviter ces formes-là une fois pour toutes. C'était la fin du cours. J'espère que la vidéo était claire. Donc la rubéole, c'est un cours facile. J'espère que la vidéo était utile. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochains cours, Inch'Allah, dans les modules prochains. Merci pour votre attention et bon courage.